Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Au menu de ce journal, la découverte d'une nouvelle discipline, le freestyle soccer et la présentation du championnat de France de handball des grandes écoles. Auparavant, nous développerons l'actualité de ce week-end avec au programme du football avec en CFA2 la rencontre au sommet entre le leader, le FC Metz B et le troisième, l'Estac B. Une victoire pour les Troyens leur permettait de recoller au podium. Dans le cas contraire, tous les espoirs de montée s'envolaient. En roller hockey, c'était le maintien qui était en jeu samedi soir pour les Diables du 3 roller. Les Aubois rencontraient les Corsaires de Paris dans ce championnat de France de National 1. Là aussi, une victoire était préférable pour les Troyens, toujours à la lutte pour le maintien. Mais voilà, Paris est leader. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du VTT avec la tenue dimanche à Montaigu de l'Enduro des Grandes Vallées. Une compétition qui a rassemblé plus d'une centaine de concurrents sur les hauteurs de Souligny. Mais avant de développer toutes ces informations, revenons sur la 29e journée du championnat de France de National de football. L'Estac se déplaçait chez un mal classé, Moulins. Les Troyens qui abordent plutôt bien ce match en ouvrant le score très rapidement par son meilleur buteur, Jérôme Lafourcade, bien servi par ce centre au cordeau de Acouzard. Malheureusement, cela ne dure pas puisque 7 minutes plus tard, sur un coup franc dévié, Dimitriou, avec chance, trompe le gardien américain de l'Estac, Vesberg. Les joueurs de Patrick Remy auront plusieurs fois l'occasion de reprendre l'avantage au score, mais le gardien moulinois sortira le grand jeu face à Claudio Beauvu et ses partenaires. Sega Keita, en fin de match, marquera bien le but de la délivrance, mais il sera signalé à juste titre hors jeu. Et l'Estac est contrainte une nouvelle fois de se contenter d'un seul point. Un Moulin allait une fois de plus trop vite et trop fort. Donc pour l'Estac, il s'agit toutefois du 8e match sans défaite pour l'Estac d'affilée. Les autres résultats en images avec les tableaux préparés par Cécile Rich. Pour voir que notamment le leader Évien s'est imposé à l'extérieur face à Guignon 1-0. Rodez de son côté est allé gagner à Créteil 2-0. Et Reims a encore une fois fait match nul face à Cannes 0-0. Au classement, Évian est toujours largement en tête avec 6 points d'avance maintenant sur 3. Mais l'Estac a maintenant fait le trou avec le 4e Créteil qui est bien loin. Le trio de tête se dessine tout doucement. En championnat de France, en football, on reste en football, excusez-moi, toujours en football, mais on parle cette fois-ci de l'équipe réserve de l'Estac qui avait un gros challenge à relever dimanche après-midi en accueillant le leader de la poule, le FC Metz B. Une grosse opportunité pour le club troyen, car en cas de victoire, les Aubois revenaient dans la course à l'accession. Résumé du match. Une rencontre qui servait aussi de rentrée pour le latéral gauche de l'Estac, Eloge Enza Yamissi, qui devait jouer au moins une mi-temps. Il va voir ses partenaires bien rentrer dans ce match, notamment Sissoko qui à la 17e minute trouve Taradin pour l'ouverture du score, même si la frappe du Troyen est déviée. Joie de courte durée pour les joueurs de Thierry Boquet, puisque sur l'engagement, Metz égalise par Sacco à la surprise générale. Les quelques actions messines de la première mi-temps était dû au fait qu'il pouvait ressortir le ballon relativement facilement. Et c'est sur une action comme celle-ci donc qu'on prend ce but où on a un attaquant qui ne défend pas suffisamment rigoureusement et ça permet à cette action d'aller au bout. Dommage pour les réservistes troyens qui croyaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Keita, à la 42e minute, manquera l'occasion de redonner l'avantage à son équipe. Autre tuile pour les Aubois, la sortie sur blessure de Mathieu Baudry peu avant la pause. En seconde période, 3 revient regonflé des vestiaires. Successivement, Keita puis Cordeval se retrouvent en face à face avec le gardien Grenat. Mais à chaque fois, Del sort les 2 tentatives sans trembler. Tout au long de cette deuxième période, les Aubois vont dominer sans marquer. Et le FC Metz se contentera de subir en ne produisant aucune occasion offensive. Ou plutôt si, elle arrivera à la 92e minute par le biais de Métanir qui donne la victoire à son équipe contre le cours du jeu. C'est vraiment cruel parce qu'on prend un but sur une moitié d'occasion à 15 secondes du coup de sifflet final, quoi. Donc, L'Estac B s'incline encore dans les dernières minutes et abandonne donc toute chance de rattraper le leader messin pour la course à l'accession.
Allez, on regarde les autres résultats, notamment le leader, Belfort, qui s'installe maintenant en deuxième position. Belfort, grâce à sa victoire face à Vaumans-Strasbourg, talonne le FC Metz B. Auxerre, de son côté, a fait match nul avec Pontarlier, un but partout au classement. Toujours bien installé, le FC Metz suivi par Belfort et 3 qui semblent définitivement largués. En championnat de France de National 1 de le roller hockey, grosse échéance aussi pour les Diables du 3 roller avec la réception du leader, les Corsaires de Paris. Une rencontre très importante pour les Aubois puisque dans le cadre de la lutte pour le maintien, une victoire aurait donc grandement aidé les joueurs troyens. Reportage. Dès la première minute, Paris montre tout de suite qu'il n'est pas leader pour rien en ouvrant le score. 3 ne peut alors que constater la supériorité technique des Parisiens qui régulièrement font tourner le palais pour trouver de bonnes positions de tir. Les Aubois subissent, retranchés sur leur but et n'opèrent qu'en contre. Et ce qui devait arriver arriva avec 3 buts encaissés en moins de 4 minutes. Les joueurs de la capitale font donc le break en menant 4-0 à la pause. Gros passage à vide, donc on se retrouve à 4-0 et là je me suis dit, on s'est tous dit ça va être dur, on va prendre, parce qu'il y avait 8 minutes de jeu, c'est des coups à en prendre 15 ou plus. Même s'ils reviennent sur l'aire de jeu avec de bonnes intentions, 3 continuent de regarder jouer les Corsaires de Paris qui d'ailleurs se trouvent très pénalisés pour un jeu un peu trop agressif. Malgré cet avantage numérique, les Diables ne trouvent toujours pas la faille. Gramont réduit la marque tout de même de façon heureuse. Mais ce sera tout pour les locaux qui ne profiteront pas encore une fois des supériorités numériques tout au long de cette deuxième période. Ils doivent alors s'incliner 4-1. On avait prévu un plan pour s'en sortir. Bon, malheureusement, on a commis des erreurs assez naïves sur des moments des phases de jeu. On a perdu des palais à l'arrêt qui nous ont coûté très cher. Et contre une équipe comme ça qui est vraiment très efficace devant la cage, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre, quoi. Et des pénalités, ils sont très forts sur les supériorités numériques. Et voilà, quoi. C'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre avec eux. Le maintien n'est pas remis en cause suite à cette défaite. Il se jouera plutôt sur l'ultime rencontre à l'extérieur des Troyens à Pont-de-Metz. Justement, faisons un petit peu le point sur les autres résultats, sans surprise j'ai envie de dire, puisque Tours a finalement battu Reims 9-3. Et dans le même temps, La Chapelle, le bon dernier de cette poule, a déclaré forfait face à Moreuil 5-0. Donc au classement, cela donne toujours Paris 13 largement en tête avec 2 points d'avance sur Moreuil et 3 sur Tours. Et on voit qu'il y a une grosse différence avec les dernières équipes de queue. Pont-de-Metz, 3 et La Chapelle se battent pour ne pas descendre, mais ce sont le 7e et le 8e qui descendront donc l'an prochain. Parlons handball à présent avec la semaine prochaine, la tenue du championnat de France des grandes écoles. Nous sommes en compagnie des organisateurs de la manifestation. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors c'est du handball, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est un sacré défi parce que le championnat de France des grandes écoles de handball, honnêtement, comment vous avez réussi à obtenir la tenue de cette manifestation ? Déjà, préalablement, il y avait déjà eu une première édition du handball qui avait été faite en 99. Donc par rapport à cette édition, l'UTT avait terminé championne de France. Et donc à l'issue des dernières, de la dernière organisation d'un sport, donc c'était il y a 2 ans, c'était l'organisation des championnats de France de basket. Et donc par rapport à l'organisation, donc ça s'est bien passé. Et donc ils ont voulu, ils ont réattribué donc l'organisation des phases finales d'un championnat. Donc là en l'occurrence le championnat de France des grandes écoles de handball à l'UTT. Du 29 mars au 2 avril, quasiment une semaine, c'est un sacré défi quand même. Oui, pour le championnat, il commence le mardi 30 mars jusqu'au jeudi 1er avril. Et donc nous, tout autour du championnat, comme je vous le disais tout à l'heure, on a voulu vraiment créer une semaine du handball, donc faire la promotion du handball. Ouais. Donc surtout sur le département, donc en créant plusieurs animations autour de ce championnat. Justement, on va en parler avec Cédric Baroni, le responsable de la communication. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ces animations tout autour des 4 salles qui seront désignées ? Ça déroulera toutes les animations seront à la halle sportive de l'UTT. D'accord. Donc ça se déroulera à partir de lundi 29 mars à 14h, où on accueillera l'école Sherpak qui est au Chartreux. Oui.
pour laquelle on fera une initiation au hand, une journée découverte. Des pour petits ces ateliers, jeunes. quoi. Voilà. Où il y aura également la présence de joueurs professionnels ou d'anciens joueurs professionnels. Oui. On peut avoir déjà un avant-goût, non? Vous voulez des noms? Des joueurs présents, oui. Donc il faut voir avec M. On Chirard. a des joueurs professionnels, donc déjà on a Clément Bonin, donc c'est un joueur de D1 Dijon. Oui. Ensuite on a Mathieu Sechini, donc c'est un ancien joueur de D1 qui joue actuellement en N2 à Monaco. Oui. Et ensuite on a d'autres joueurs donc, qui viennent plutôt d'un seul club, c'est le club de Hasbrook. Oui. Donc ils sont en D2. Donc on ne sait pas encore s'ils vont venir parce qu'au niveau ils jouent quand même le maintien. Donc leur entraîneur leur fait des entraînements tous les jours. Ouais. Donc ils vont essayer de voir s'ils peuvent se libérer pour venir sur Pour au moins venir une journée. Ouais. Quelles équipes on va retrouver dans ce championnat des grandes écoles? Donc déjà on retrouve l'équipe de l'UTT. Donc, Très important, voilà, très pour qu'il y ait quand même une gloire Voilà. locale. Exactement, qui s'est qualifié donc, à l'issue des huitièmes de finale à Épinal. Oui. Donc voilà, donc ensuite on va retrouver donc, des équipes, donc l'équipe championne de l'année dernière. Oui. Donc c'est l'équipe de Paris. Le SC Paris. Voilà, le SC Paris. Ensuite, donc, on retrouve les équipes comme Lyon, Montpellier ou encore Rennes. Oui. Et aussi sur la Champagne-Ardenne, il y a aussi l'équipe de RMS, donc Reims Management School, qui Oui. s'est aussi qualifiée pour les phases finales. Alors cette compétition est répartie dans 4 gymnases, je crois, Wari. Voilà, c'est ça. Donc le premier gymnase, ça sera la halle sportive de l'UTT. Donc ensuite, il y aura le gymnase Raymond Laurent de Rosières. Oui. Ensuite, il y aura la salle Gann de Saint-Julien-les-Villas. Et enfin, le gymnase René Lacoste du nouveau campus. Ouais. Donc ça Pour l'occasion sera... de l'inaugurer avec une grande compétition. Voilà, exactement. Donc ça sera plutôt pour mardi. Et ensuite, selon les disponibilités pour mercredi, il y aura aussi le COSEC 3 donc en face du lycée chrétien de Troyes. Le détail de la compétition, mardi, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les finales, c'est quand? Donc en fait, le mardi, donc, on débute par les matchs de poule. Donc comme Oui. on accueille les 16 meilleures grandes écoles de France. Donc il y aura 8 équipes féminines, 8 équipes masculines. Donc ça sera des poules de 4. Donc on retrouvera donc le mardi des matchs de poule. Mercredi matin, donc il y aura le dernier match de poule. Oui. Ensuite, le mercredi après-midi, il y aura les finales, les demi-finales, pardon. Oui. Et le jeudi matin, avec les matchs de classement. Et pour terminer la journée, le jeudi, les finales. Voilà, le jeudi après-midi, pour voir que les finales, ça sera où? Ça sera à la halle sportive de l'UTT. À partir de 15h? À partir de plutôt 14h. D'accord, voilà, si vous voulez supporter peut-être l'UTT, qui sera peut-être de nouveau en finale, on encourage donc l'équipe de l'UTT et puis toute l'équipe qui a organisé donc, le championnat de France des grandes écoles. Ce qu'il n'a pas dit, il est modeste, mais M. Chirard fait partie de cette équipe de l'UTT. D'accord. Donc c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, encourageant parce que c'est jamais facile d'être joueur et organisateur à la fois. Merci beaucoup Wari et donc Cédric d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Autre événement du week-end, l'enduro VTT des Grandes Vallées organisé par l'UVO dimanche sur les hauteurs de Montaigu. Plus de 130 concurrents au départ de cet enduro très pentu et comptant pour le challenge EREC, une compétition regroupant les meilleurs spécialistes d'enduro du quart nord-est. Il est certain que pour la première édition de l'Enduro des Grandes Vallées, le soleil aurait été apprécié. Au lieu de cela, les 130 concurrents venus du 3/4 nord-est ont eu droit à la pluie et surtout à la boue. Mais cela fait partie du spectacle, cela permet aussi de rajouter des difficultés au parcours déjà très compliqué. L'enduro est vraiment basé sur les difficultés techniques, il y a beaucoup de racines, donc c'est très glissant, surtout aujourd'hui qu'on a pris la pluie. Donc il faut savoir maîtriser son VTT, ne pas avoir trop peur de la pente, et puis ça passe. Le problème, c'est qu'à Montaigu, il y a de la pente partout, des descentes abruptes dans des spéciales très sélectives. Bref, du gâteau pour les habitués. Le parcours il était bien humide ce matin et là ça s'améliore, la piste s'améliore un petit peu pour celle-ci. Ça me va. Ouais. Ouais, intéressant. Pas trop casse-gueule? Comme un parcours d'enduro, comme il faut. C'est pas marrant si on tombe pas. En revanche, pour les non-initiés, ce fut beaucoup plus dur. C'est dur. On ne s'attendait pas à ça du tout pour nous. Nous, on pratique pas des murs comme ça, qu'on fait plus de la rando. L'organisation sans faille a permis aux VTTistes de redécouvrir le site de Montaigu, visiblement propice à la mise en place d'autres événements de ce genre. Le pari est donc gagné. C'était un grand défi et d'un autre côté, je vois que les pilotes ont l'air bien contents. Ils trouvent que c'est vraiment un beau site. Ils apprécient vraiment le site de Montaigu qui est très engagé, des beaux petits sentiers, la forêt, ça plaît beaucoup. Avec ou sans chute, l'Enduro des Grandes Vallées a remporté un franc succès. Reste maintenant à perdurer ce rendez-vous, mais vu le succès rencontré, il ne devrait pas trop y avoir de problème.
Oui, c'était dur un peu pour tout le monde. Un dernier résultat de baseball pour souligner la première victoire de nos amis les Espadons de Troyes face à Reims, 11-4 sur le terrain rémois. C'était la première journée. L'équipe B a eu moins de chance en revanche en s'inclinant face à Nancy lourdement 22-0. Avant de retrouver nos amis du freestyle soccer dans quelques instants, consultons les derniers résultats de handball avec de la nationale 3, notamment Romilly qui a réussi un beau coup en battant le Valois 37-33. Dans le même temps, Tremblay a battu sans problème Haguenau 27-25. Wittelsheim a été accroché par Sedan 30 partout. Au classement, Romilly reste toujours en 8e position avec 40 points. Loin des leaders, Wittelsheim et Tremblay en France à égalité premier. Dans la poule de l'ETAC à présent, dans le duel au sommet, premier-deuxième, c'est Sarrebourg qui l'a emporté sur son parquet, 38-32. Marmoutier a quant à lui battu Florange, très important pour la suite du classement. Avec donc la défaite de Florange, l'ETAC s'envole au classement. Je vous rappelle que ce sont les 2 premiers qui montent en National 2. En cours de cette émission, en cours de ce JT Sport, on a toujours l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines. C'est l'occasion ce soir avec le freestyle soccer. Notre invité Pierre Sfrekola. Bonsoir Pierre. Pierre, vous êtes donc au bois et vous devez nous faire découvrir la discipline du freestyle soccer. Qu'est-ce que c'est que le freestyle soccer? Le freestyle soccer, en fait, c'est une discipline qui mélange à la fois la danse, donc le hip-hop, le basket et le football. Donc c'est chorégraphique? Voilà, exactement. D'accord. Voilà, c'est ça. Par contre, vous avez un petit dilemme parce qu'il n'y a pas d'association à Troyes qui permettent de... Je ne sais pas si je suis le seul, enfin, en tout cas j'aimerais savoir. Parce que ça serait sympathique d'avoir à Troyes d'autres freestylers, que ce soit basket ou qu'ils aient un style, voilà, qu'on puisse regrouper ça. Partager. Voilà, exactement. Ouais. Sous forme d'un groupe ou... Voilà, partager d'une certaine façon. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez pas connu quelqu'un qui pratiquait. Voilà. Chaque freestyler que j'ai connu viennent de l'extérieur. De l'extérieur, que j'ai connu sur Facebook. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est l'occasion de partager pour l'instant virtuellement. Voilà. Mais en tant que physiquement, pour l'instant, vous êtes le seul à pratiquer. Sur Troyes, je pense. Oui. Maintenant, justement, par l'intermédiaire de cette émission, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés d'apprendre ou qui font tout simplement. Et comment vous avez découvert justement cette pratique? J'ai découvert ça il y a à peu près 1 an, quand j'ai été sur internet, puis je suis tombé sur un freestyler qui s'appelle Billy Wingrove. Oui. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, ça m'a donné envie. Ouais. Donc chaque jour, je m'y mettais un petit peu, un quart d'heure, 1 heure. Parce que vous n'êtes pas spécialement footballeur? Ah si, je fais du football. Ouais. Mais ouais, donc ça m'a, ce côté, on va dire, artistique, ça m'a attiré, on va dire. Et je m'y suis mis, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis je m'entraînais régulièrement, tous les jours, un peu tous les jours. Et puis j'ai participé au mois de juillet de l'année 2009 à une compétition qui s'appelle le Summer Contest 2009. Donc c'était ma première, filmée. C'était bon, j'ai raté plein de choses, mais ça m'a permis d'apprendre. Ouais. Et puis voilà. Bon, j'ai pas été qualifié, donc du coup je me suis réentraîné encore. Et puis je suis allé sur Paris au RBSS, donc pour les qualifications pour le championnat du monde. Donc j'ai fait les pré-qualifications. Ouais. J'ai pas été qualifié pour la suite. Donc c'était une compétition qui regroupait les meilleurs freestylers de France. Il y avait des professionnels, le champion du monde d'ailleurs. Et en fait c'est une compétition où donc il y a une épreuve préliminatoire. Ouais. Donc ça consiste en 1 minute à montrer ce qu'on sait faire, à répéter le jury, et après ça se passait en battle de 3 minutes. D'accord. Voilà. Et donc j'ai un peu loupé quoi. Mais ça m'a appris plein de choses et puis j'ai rencontré du monde. Et puis voilà, ça m'a... Des gens comme Zach par exemple, je vous demandais justement de laisser la place à Zach et puis nous montrer pour l'occasion ce que vous savez faire, laisser la place à Zach qui est lui plus expérimenté. Vous venez de Lille, Zach, oui. Et le freestyler, c'est un petit peu votre fond de commerce quand même parce que vous avez maintenant une certaine expérience. Ouais, on fait souvent, moi j'ai une team, une équipe, où on fait souvent des démonstrations à travers la France et tout ça, et souvent des compétitions. On est très présent sur la scène française et on essaie de développer le freestyle à notre manière. Et c'est quoi le portrait type du freestyler? Est-ce que c'est un footballeur? Non, c'est pas du tout un freestyler. D'un footballeur, pardon, excusez-moi. C'est pas du tout un footballeur. On s'en inspire beaucoup du football
parce que évidemment il y a Ronaldinho et tout ça qu'ils ont un peu développé, mais c'est vraiment pour les freestylers showman, c'est vraiment un mélange de danse, de chorégraphie et tout ça. On essaye de mélanger hip-hop, breakdance et tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme compétitions qui sont dédiées aux freestylers justement? Aux freestylers, alors il y a les championnats de France. Ouais. Le 1er novembre, c'est souvent le 1er novembre depuis 2007 à Royan. Il y a les RBSS, les Red Bull Freestyle. Là, ça se passe en mai, c'est les championnats du monde. Ouais. C'est Yann, c'est le champion du monde, il va remettre son titre en jeu. Ouais. Et il y a eu les qualifications françaises de octobre jusqu'à décembre. D'accord. Et donc j'ai participé et j'ai gagné les qualifications à Paris, j'ai fini 3e. Et malheureusement, je n'ai pas été qualifié en finale. Je n'ai pas été qualifié. Zach, c'est un ballon spécifique qu'il faut pour faire du freestyle en particulier? Il y a différents ballons en fait. Il y a un ballon de taille, un ballon normal, ouais. Un ballon de foot, taille traditionnelle et tout ça. Oui. Il y a aussi le ballon très léger, je ne citerai pas de marque. Mais il y a le ballon très petit, très léger. Ouais. C'est très bien pour tout ce qui est tour du monde, tout ce qui est jonglage et tout ça, debout. Et il y a aussi les ballons très lourds et qui collent à la peau, qui permettent de faire beaucoup de blocage. D'accord. Donc on va avoir l'occasion de vous voir un petit peu en battle, comme on dit, un échange avec deux personnes. Je vous laisse la place et je vous laisse la place aussi en musique, ça va vous aider un petit peu. Allez, on découvre le freestyle soccer avec Zach et Pierre. Voilà pour le freestyle soccer, une séquence enregistrée la semaine dernière pour cause de grosses actualités sportives, le cyclisme et la boxe notamment. J'espère que vous avez apprécié la démonstration de nos amis freestylers. Allez, on finit avec l'agenda du week-end prochain pour voir que notamment dès samedi, il y a du tennis de table avec la réception de Forbach pour le TOS Leno. C'est en National 4 de tennis de table à 17h au gymnase des Terrasses. Le même soir, Sainte-Savine en National 2 féminine de basket reçoit Metz. C'est à 20h et c'est au gymnase Volbar. Le lendemain, il y a du cyclisme avec le prix de Saint-André organisé par l'UVC à 3. Le départ est prévu à 15h devant le foirail de Saint-André-les-Vergers. Et puis enfin, toujours à Saint-André, mais cette fois-ci c'est du rugby, deuxième série. Le RCSA reçoit Paris-Neuilly, c'est à 15h et c'est au complexe Bianchi. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette soirée sportive. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt. Au revoir.